Mes chers abonnés, installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration, parce qu'aujourd'hui je vous embarque là où l'élégance se mêle à l'horreur. Bienvenue sur ma chaîne, vous connaissez Ascot, n'est-ce pas? Cette charmante petite ville anglaise, perchée dans le Berkshire, où les chapeaux extravagants volent la vedette aux courses hippiques. Un décor de cartes postales, où millionnaires, gentlemen et dames distingués s'affichent dans un ballet mondain. Mais en 2010, Ascot a montré un tout autre visage. Oubliez les champs de course, oubliez les bulles de champagne. Ce jour-là, les projecteurs ont quitté les tribunes pour éclairer une scène de crime. Un fait divers aussi glaçant qu'inattendu. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Allez, laissez-moi vous présenter Joanna Simpson. On est en 1964. Joanna pousse son premier cri à York, dans le nord-est de l'Angleterre. Une enfance tranquille, bercée par les pierres ancestrales de cette vieille ville chargée d'histoire. Mais à 10 ans, la ville embarque ailleurs. Ses parents décident de quitter le continent pour une île. Direction l'île de Man, un petit bout de terre coincé entre l'Angleterre et l'Irlande. Charmant, isolé, paisible. C'est là, dans le minuscule village de Lexie, que Joanna s'épanouit. Elle tombe amoureuse de cet endroit. Un coin de paradis, loin du tumulte. Mais vous le savez, le destin a toujours un ticket retour vers la complexité. Lorsqu'il a fallu choisir une université, Joanna n'a pas hésité. Elle a mis cap sur Bath. Là-bas, elle s'est plongée dans des études de commerce, sérieuses, appliquées, mais surtout profondément humaines. Elle était gentille, bien élevée, toujours souriante. Vous voyez le genre de personne qui s'inquiète plus pour les autres que pour elle-même. C'était Joanna. Elle tissait des liens, elle créait des cercles d'amis, des vrais. Et évidemment, dans ce cercle, il y avait des hommes. Et c'est ainsi qu'elle a rencontré Nigel Hancock, un collègue du marketing, comme elle. Ils se sont croisés, ils se plaisaient, ils s'aimaient. En 1994, ils ont franchi le pas. Mariage. Le couple a décidé alors d'acheter une belle maison à Ascot. Un choix ambitieux, presque démesuré. Une maison bien trop grande pour eux deux. Pas d'enfants, pas de grande famille. Mais Joanna avait une vision. Elle savait qu'Ascot, avec sa proximité du château de Windsor et du parc Legoland, était un véritable aimant à visiteurs. Elle voyait déjà les chambres d'hôtes, les valises à roulettes, les petits déjeuners servis en véranda. À ce moment-là, tout semblait parfait. Joanna et son mari avaient des projets plein la tête. La maison d'Ascot, un symbole de leur avenir. Sa famille, ravie, soulagée. On pensait tous qu'elle avait trouvé le bon, le genre d'histoire qui finit bien. Ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Et pourtant, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Au bout de 3 petites années, le conte de fées s'est écroulé. Le couple s'est séparé, brutalement. Joanna, elle, l'a très mal vécu. Un coup de massue. Ses amis l'ont vue sombrer. Plus d'étincelles, plus de projets. Juste une femme brisée. Alors pour la sortir de cette spirale, ses proches ont eu une idée. Radicale, l'Afrique du Sud. L'un de ses amis, chef de cabine dans une compagnie aérienne, devait justement s'y rendre pour le boulot. Il s'est dit « Allez, on embarque Joanna. On la déconnecte. On lui fait respirer autre chose que l'air humide d'Angleterre. » À des milliers de kilomètres, peut-être qu'elle finirait par oublier, ou au moins par souffler. Joanna a accepté, et sans le savoir, elle venait d'accepter bien plus qu'un simple voyage. Parce qu'en Afrique du Sud, le destin l'attendait au tournant. C'est là-bas qu'elle a rencontré Robert Brown, pas un touriste de passage, pas un cliché de baroudeur. Non, Robert était pilote, mais pas n'importe lequel. Dans le milieu de l'aviation britannique, son nom circulait déjà. Un as du ciel, un homme sûr de lui avec cette aura séduisante. Entre Joanna et Robert, ça a fait tilt, immédiat, chimique. En un claquement de doigts, leur relation a pris une tournure sérieuse, très sérieuse, au point que Robert a emménagé chez Joanna dès septembre 1998. Oui, aussi vite que ça. 3 mois plus tard, à peine le temps d'installer ses valises, il a posé la question. Le soir de Noël, devant le sapin. « Voulez-vous m'épouser » Simple, efficace, fulminant. La suite, vous vous en doutez. Elle a dit oui. À cet instant précis, Robert Brown en était convaincu. Il avait trouvé la femme de sa vie, celle avec qui il voulait grandir, vieillir, mourir. Rien que ça.
Et vous savez, parfois les fiançailles s'étirent, on prend son temps, on savoure, mais pas eux. Ah non, pas question de traîner. À peine 6 semaines après sa demande, en février 1999, Robert et Johanna se sont unis devant Dieu, la famille, et surtout leur propre précipitation. Du côté de la famille Simpson, c'était la stupeur. Ils sont tombés des nues. Mais enfin, ils se connaissent à peine, murmurait-on dans les salons de Lexi. Et ce malaise avait un visage, celui de Robert. Les parents de Johanna l'avaient croisé, quoi. 2, 3 fois à tout casser. Et à chaque rencontre, il avait réussi l'exploit de leur laisser un goût amer. Arrogant, froid, hautain, rien d'aimable, rien de rassurant. Et cette question qui revenait sans cesse. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? Mais voilà, Johanna était une adulte, elle prenait ses décisions, qu'elles soient bonnes ou désastreuses. Les parents, eux, ont tenté une dernière manœuvre, la sagesse de l'expérience. Ils lui ont soufflé « Fais au moins un contrat de mariage, ma chérie. Séparation de biens, on ne sait jamais. » Ils ne lui souhaitaient que du bien. Mais au fond d'eux, un pressentiment lourd comme un orage. Et sans surprise, ce pressentiment n'a pas tardé à se confirmer. Le jour du mariage, impeccable. Une vingtaine d'invités, du champagne, des sourires forcés. Tout le monde a fait bonne figure. Mais derrière les coupes de bulles, les regards étaient inquiets. Puis est venu le temps de la lune de miel. Direction, l'Afrique du Sud. Retour aux origines de leur histoire. Johanna, elle, croyait vivre un rêve éveillé. Elle imaginait des souvenirs inoubliables. Elle s'était trompée. Dès leur arrivée, le vernis s'est craquelé. Johanna a vu Robert sous un autre jour. Une facette qu'il avait bien su cacher jusque-là. Son comportement envers le personnel de l'hôtel, glaçant, méprisant, d'une arrogance crasse. Ce n'était plus le pilote charmant du début. C'était un homme condescendant, sûr de sa supériorité, comme si le monde entier lui devait quelque chose. Et là, Johanna a compris. Elle ne le connaissait pas vraiment, pas sous cette lumière crue. La réalité s'imposait à elle. Peut-être qu'il s'était précipité. Imaginez un peu, mes chers abonnés, vous êtes en pleine lune de miel, censés vivre les plus beaux jours de votre vie. Et pourtant, vous passez vos soirées à appeler votre mère, pour lui dire que vous avez fait une énorme erreur. C'était exactement ce que vivait Johanna. Depuis l'Afrique du Sud, elle confiait la voix lourde d'amertume. « Je n'aurais jamais dû l'épouser, je me suis trompée sur lui. » Le masque de Robert était tombé, et ce qu'elle découvrait derrière lui glaçait le sang. Mais vous le savez, dans ces histoires-là, la lucidité ne suffit pas toujours. Malgré cette prise de conscience brutale, Johanna n'a pas claqué la porte. Pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'au fond, elle espérait. Elle voulait croire au mythe. Je vais le changer. Cette illusion dangereuse que l'amour peut rééduquer un homme toxique. Et puis, il y avait une autre raison, bien plus concrète. Peu de temps après leur retour en Angleterre, Johanna a appris qu'elle était enceinte. Alors, elle a espéré que la paternité ferait ce miracle que le mariage n'avait pas su produire. Peut-être qu'en devenant père, Robert s'adoucirait. Peut-être qu'il redeviendrait l'homme qu'elle avait cru aimer. C'était beau en théorie. En pratique, ce fut tout l'inverse. Robert est resté le même, arrogant, méprisant. Et pire encore, il se montrait odieux avec les proches de Johanna. À chaque dîner, c'était la roulette russe. On ne savait jamais quelle version de lui allait débarquer, le pilote suffisant ou le goujat sans filtre. Pour Johanna, c'était une humiliation permanente. Voir ses amis subir le mépris de son propre mari, c'était insupportable. Mais malgré tout, elle restait, pour son enfant, pour cette idée d'une famille unie, un père, une mère, sous le même toit. Le cliché de la famille parfaite, même si la façade se fissurait déjà. En décembre 1999, leur fils Alex est né. Un rayon de lumière dans cette relation toxique. Mais la vie parfois s'acharne à compliquer les choses. Quelques mois plus tard, alors que la tempête ne s'était toujours pas calmée, Johanna est retombée enceinte. Et 17 mois après Alex, elle a donné naissance à une petite fille, Kate. La naissance de leur deuxième enfant aurait dû changer la donne. Mais non. Robert Brown restait égal à lui-même, froid, hautain, insensible. Oh, bien sûr, il ne levait pas la main sur Johanna. Jamais.
Mais croyez-moi, il n'avait pas besoin de ça pour blesser. Ses paroles suffisaient. Son mépris transpirait dans chaque geste, chaque soupir, et ses amis voyaient tout. Elle voyait Johanna s'éteindre à petit feu. De l'extérieur, leur couple semblait presque absurde. Deux personnes que tout opposait, deux étrangers sous le même toit. Ils ne partageaient rien, pas de sortie, pas de projet commun, même leur silence ne résonnait pas à la même fréquence. Alors forcément, beaucoup se posaient la question. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? La vérité? Si Johanna était restée, ce n'était pas par amour, c'était pour Alex et Kate, pour leur offrir ce qu'elle-même n'avait jamais voulu leur enlever, la présence d'un père. Sans eux, le divorce aurait sans doute été acté bien plus tôt, peut-être même dès les premiers mois du mariage, mais l'inévitable finit toujours par arriver. Après 8 longues années de vie commune, Johanna a pris sa décision. Elle a compris qu'elle ne voulait plus continuer cette mascarade. Elle ne voulait plus gaspiller sa vie dans le vide abyssal de ce mariage. En 2007, elle a donc lancé la procédure de divorce. Et c'est là que les choses ont basculé. Robert, jusque-là odieux mais prévisible, a pris une tournure bien plus inquiétante. Ce n'était plus seulement des piques acerbes ou des remarques blessantes. Non, cette fois, il franchissait des lignes dangereuses. Il s'est mis à parler de suicide, mais pas seulement. Il laissait entendre qu'il pourrait aussi s'en prendre à Johanna et même à leurs propres enfants. Oui, Alex et Kate. Johanna s'est retrouvée face à un dilemme glaçant. Devait-elle prendre ses menaces au sérieux? Ou était-ce juste une nouvelle manipulation, une énième tentative pour la faire céder, pour qu'elle renonce à ce divorce qu'il ne supportait pas? Car une chose était certaine, Robert préférait la voir malheureuse à ses côtés plutôt que de la laisser partir. Robert Brown était obsédé par l'idée de garder sa femme et ses enfants sous contrôle. Littéralement. Il savait pourtant comment ça finirait. Avec son travail de pilote, il s'absentait parfois une semaine entière. Et en cas de divorce, devinez quoi? Alex et Kate passeraient la majeure partie de leur temps avec leur mère. Une évidence. Mais pour Robert, c'était inacceptable. C'était perdre. Et perdre, il ne savait pas faire. Le problème, c'est qu'au lieu de changer, au lieu de se remettre en question, il continuait à se comporter comme un tyran domestique. C'était plus fort que lui. Alors ils ont continué à cohabiter, sous le même toit, un couple brisé, rapiécé par le poids des habitudes et des non-dits, jusqu'au jour où l'équilibre a explosé. Un soir, après avoir bordé les enfants, une dispute a éclaté. Encore. Cette fois, Robert l'a accusé, sans la moindre preuve, de le tromper. Un classique. Johanna a tenté de le raisonner, de calmer le jeu. Mais plus elle parlait, plus il s'échauffait. Son visage se fermait, sa voix se durcissait. Et soudain, la ligne rouge a été franchie. Il a attrapé un couteau de cuisine, sans prévenir, sans détour. Il s'est approché, froidement, et il a posé la lame contre la gorge de Johanna. « Je vais t'éliminer. » Voilà. Les mots sont lâchés, glaciales, sans trembler. Johanna a été terrifiée, mais elle est restée lucide. Un réflexe de survie. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit à la panique. Alors elle lui a parlé, doucement. Elle lui a rappelé ce qu'ils risquaient. Elle lui a parlé d'Alex et Kate, de ce qu'il leur ferait subir à eux aussi. « Si tu me tues, tu finiras en prison. Et eux, ils n'auront plus personne. » Ces mots, cette réalité, l'ont atteint de plein fouet. Robert a vacillé, puis a relâché sa prise. Johanna venait d'éviter le pire. De justesse. Elle n'a pas gardé ça pour elle. Dès le lendemain, elle a raconté tout à sa mère, à ses amis. Et là, pas d'hésitation. Tous lui ont dit la même chose. Il faut prévenir la police, il faut agir, parce que cette fois, elle a eu de la chance. Mais la prochaine, elle ne pouvait pas compter sur un miracle. Mais Johanna ne voulait pas porter plainte. Pourquoi? Pour protéger Alex et Kate, elle refusait de les plonger dans un scandale judiciaire, de les exposer à la prison d'un père qu'ils aimaient encore, malgré tout. Alors elle a pris sur elle. Elle a encaissé. Mais quelque chose avait changé radicalement. Ce soir-là, Johanna a compris que son mari n'était pas seulement toxique, il pouvait devenir dangereux, et cette idée, désormais, lui collait à la peau. Vivre sous le même toit que lui, plus jamais. La solution paraissait évidente. Robert devait partir, simple en théorie, infernal en pratique.
Robert, lui, refusait catégoriquement. Quitter la maison, jamais. On lui a même proposé de l'argent pour se reloger. Un joli chèque, histoire de faciliter la transition. Mais il a dit non, sûr de lui, comme s'il jouait la montre, espérant qu'en faisant le mort, la famille Simpson sortirait le carnet de chèques plus généreusement. Parce que oui, Robert savait pertinemment que la famille de Johanna était aisée, et il comptait bien capitaliser sur ce détail. Le bras de fer a duré, longtemps, trop longtemps. Mais au bout d'un moment, Robert a cédé. Officiellement, il acceptait de partir. Officieusement, il s'était assuré de tirer tout ce qu'il pouvait de cette séparation. Pour Johanna, c'était enfin une bouffée d'oxygène, un répit. La maison redevenait un foyer, sans tension, sans cette présence qui la paralysait. En attendant que le divorce soit finalisé, il continuait à gérer la garde des enfants en alternance, pas le choix. Ce qui voulait dire maintenir un minimum de contact. Mais Johanna, elle, était claire, polie, froide. Elle évitait les conversations inutiles. Elle savait que la moindre ambiguïté pouvait redonner de faux espoirs à Robert. Alors, elle coupait court, propre, nette. De son côté, Robert semblait avancer, du moins en apparence. Il avait même entamé une nouvelle relation. Sa nouvelle compagne est même tombée enceinte après quelques mois à peine. Un nouveau départ, un autre chapitre. Johanna voulait croire que cette nouvelle vie le détournerait enfin de leur histoire. Elle espérait qu'il tournerait la page. Mais voilà. Le 1er novembre 2010, la police a reçu un appel. Un homme souhaitait prendre rendez-vous au commissariat. Il ne voulait pas donner trop de détails par téléphone sur ce qui s'était passé la veille. Il cherchait seulement à savoir à quelle heure il pourrait venir parler d'un incident. Sa voix était prudente, chaque mot soigneusement choisi pour ne pas en dire trop. Chose inhabituelle, il refusait catégoriquement que la police se déplace à son domicile. Il expliquait qu'il s'occupait de 4 enfants et ne voulait pas les exposer au stress qu'impliquerait la venue des forces de l'ordre. Cette attitude avait de quoi intriguer, mais un rendez-vous lui a été fixé. Cet homme, c'était Robert Brown. À peu près au même moment où Robert a appelé la police, l'une des amies de Johanna a reçu un coup de fil de l'école où étaient scolarisés Alex et Kate. C'était un lundi, juste après les vacances d'automne, et aucun des 2 enfants ne s'était présenté en classe. L'établissement avait tenté de joindre Johanna, mais sans succès. Elle ne répondait pas au téléphone. Malheureusement, son amie non plus ne savait pas exactement où Johanna pouvait se trouver. Elle savait simplement que pendant la semaine de vacances de fin octobre, habituelle dans les écoles anglaises, Alex et Kate devaient passer ce temps avec leur père. Johanna, quant à elle, avait prévu de se rendre sur l'île de Man pour rendre visite à ses parents. Mais d'après ce que savait son amie, elle n'avait pas l'intention de prolonger son séjour. Les enfants devaient reprendre l'école ce lundi-là. Aussitôt après cet appel de l'école, l'amie de Johanna a contacté la mère de cette dernière pour savoir si elle était toujours chez eux, sur l'île de Man. Mais la réponse a été sans appel. Johanna était déjà rentrée à Ascot. Or, ce jour-là, sa mère n'avait pas eu de nouvelles d'elle. Pire encore, après cet échange inquiétant, elle avait tenté de l'appeler à son tour, sans parvenir à la joindre. Cet enchaînement de circonstances a rapidement semé l'inquiétude chez les 2 femmes. Elles ont décidé d'alerter la police. Et comme, entre-temps, les autorités avaient déjà été informées que Robert Brown voulait se présenter au commissariat pour parler d'un incident survenu à leur domicile, l'inquiétude s'est muée en réelle appréhension. La crainte que quelque chose de grave soit arrivé à Johanna s'est imposée. Peu après, plusieurs agents de police se sont rendus au domicile de la quadragénaire, âgée de 46 ans. La maison paraissait vide. Personne ne répondait aux coups répétés frappés aux portes et aux fenêtres. Finalement, les policiers ont décidé d'entrer de force. Dès leur entrée, ce qu'ils ont vu les a glacés, des traces de sang dans le couloir. L'atmosphère est aussitôt devenue lourde d'inquiétude. Johanna, elle, restait introuvable. Elle n'était pas dans la maison. Personne ne savait où elle pouvait être. Impossible de la joindre. Le silence pesant, inquiétant, amplifiait la tension. Les policiers espéraient que la venue de Robert au commissariat leur apporterait enfin des réponses. Mais lorsqu'il s'est présenté et que les enquêteurs ont commencé à l'interroger, il n'a prononcé qu'une seule phrase. Pas de commentaire. À chaque question, inlassablement.
Personne ne comprenait son attitude. Après tout, c'était lui qui avait pris l'initiative d'appeler la police, demandant à pouvoir discuter de ce qui s'était passé chez lui, et maintenant qu'il en avait l'occasion, il refusait de dire quoi que ce soit. Cela défiait toute logique. Peu importe la manière dont les enquêteurs formulaient leurs questions, Robert restait de marbre. Face à ce mutisme obstiné, et surtout face à la disparition toujours inexpliquée de Johanna, il a été placé en garde à vue. Parallèlement, les recherches pour retrouver la quadragénaire ont débuté. Autour de la maison s'étendait un terrain de 2 acres, également propriété de Johanna. Les fouilles ont donc commencé sur cette parcelle. La famille de Johanna, tout comme ses amis, avait été très claire auprès des enquêteurs. Jamais elle n'aurait abandonné ses enfants sans prévenir. Elle n'aurait pas disparu sans raison. Quelque chose de grave s'était forcément produit. L'hypothèse d'un drame était dans tous les esprits. Et dès le début, la principale crainte était la plus sombre. Robert avait éliminé Johanna. Le seul point positif que les enquêteurs ont réussi à établir le premier jour, c'est l'endroit où se trouvaient Alex et Kate. Il s'est avéré que Robert les avait emmenés chez son frère. Mais la véritable question restait sans réponse. Qu'était-il arrivé à Johanna? Et la seule personne susceptible de le savoir persistait à se taire. Le 2 novembre, les enquêteurs ont tenté à nouveau d'interroger Robert, mais à chaque fois qu'ils abordaient les événements du 31 octobre, sa réponse restait invariable. Pas de commentaire. Face à ce mur de silence, les enquêteurs ont décidé de changer de stratégie. Ils ont commencé à l'interroger sur d'autres sujets, ses passe-temps, son travail, sa routine quotidienne. Cette fois, Robert s'est montré beaucoup plus bavard. Il parlait volontiers de sa passion pour la course à pied, de ses habitudes d'entraînement, de ses objectifs personnels. Il n'avait aucune difficulté non plus à évoquer sa relation avec Johanna, mais il s'appliquait surtout à la dénigrer. Pour lui, Johanna n'était qu'une enfant gâtée, élevée dans une famille où l'argent n'avait jamais manqué. Ses parents lui auraient toujours offert tout ce qu'elle désirait, ce qu'il présentait comme un défaut majeur. Il la décrivait avec mépris, tout comme il laissait transparaître un fort ressentiment envers sa belle famille. On sentait bien qu'il leur en voulait de leur aisance financière, comme s'ils étaient coupables d'avoir eu plus de moyens que sa propre famille. Robert, lui, venait d'un milieu modeste. Originaire d'Édimbourg, il avait grandi dans un foyer simple. Son père travaillait au port, sa mère était employée de banque. Il ne manquait de rien d'essentiel, mais ils étaient loin de vivre dans l'opulence de la famille de Johanna. Ce décalage social, Robert ne l'avait jamais digéré. Pourtant, tout cela appartenait désormais au passé. En tant que pilote, Robert gagnait 150 000 livres sterling par an. On ne pouvait pas dire qu'il manquait d'argent. Mais malgré cette aisance financière, il ne supportait toujours pas que sa femme vienne d'une famille plus riche que la sienne. Les enquêteurs espéraient qu'en s'ouvrant ainsi, en parlant librement de lui, Robert finirait par répondre aux questions cruciales concernant la disparition de Johanna. Mais à chaque fois qu'il revenait sur les événements du 31 octobre, il se refermait aussitôt. Pas de commentaire. Cette fois, il a tenté de se justifier. Selon lui, son cerveau refusait de répondre à ses questions, comme si quelque chose bloquait en lui. Face à son refus obstiné de coopérer, la police poursuivait ses investigations pour essayer de reconstituer les faits. Ils ont procédé à un nouvel examen approfondi de la maison de Johanna. Outre les traces de sang découvertes dès le premier jour dans le couloir, ils ont également trouvé des petites taches de sang sur le tapis du salon, près de la porte d'entrée. Mais ce n'est pas tout. 2 autres zones, situées à l'extérieur de la maison, présentaient des marques similaires. Des échantillons ont été prélevés et les analyses ont confirmé qu'il s'agissait bien du sang de Johanna. Alors une question demeurait. Pourquoi? Pourquoi Robert aurait-il éliminé Johanna? Après tout, ils s'étaient séparés 3 ans plus tôt et il semblait avoir refait sa vie avec une autre femme. Pourquoi aurait-il commis un tel acte à ce moment-là? Au fil de l'enquête, les policiers ont découvert ce qui pourrait bien être le mobile du crime, l'obsession de Robert pour l'argent de Johanna. Depuis leur rencontre, il nourrissait une véritable fixation sur sa fortune. Il ignorait exactement combien elle possédait, ni quel bien lui appartenait réellement. Et comme il avait signé un contrat de mariage avant leur union, ces informations n'étaient théoriquement pas censées le concerner. Leur relation étant très vite devenue conflictuelle, Johanna ne lui dévoilait rien à ce sujet. Mais après avoir quitté la maison, Robert aurait trouvé un moyen d'y retourner discrètement.
Profitant de l'absence de Johanna, il aurait convaincu les enfants de lui donner le nouveau code d'alarme, ce qui lui permettait d'entrer à sa guise et de fouiller dans ses documents personnels. Robert était obsédé par l'idée que Johanna cachait des sommes considérables sur divers comptes bancaires. Il était persuadé qu'elle pouvait posséder jusqu'à 25 millions de livres. Théoriquement, il n'avait aucun droit sur cet argent. Mais à cette époque, la loi anglaise ne reconnaissait pas les contrats de mariage, ce qui pouvait changer la donne. L'accord qu'ils avaient signé avant leur mariage aurait été considéré comme nul et non avenu. Cependant, tout a changé le 20 octobre 2010. À partir de cette date, une nouvelle législation est entrée en vigueur au Royaume-Uni. Les contrats prénuptiaux étaient désormais pris en considération par la justice. Si le divorce de Johanna et Robert était prononcé, il n'obtiendrait donc rien de son patrimoine, à moins, bien sûr, que le divorce n'ait jamais lieu. La prochaine audience de divorce était fixée au 8 novembre, et il y avait fort à parier que ce jour-là, la procédure serait définitivement bouclée. Est-ce pour cette raison que Robert a éliminé Johanna une semaine avant cette échéance fatidique? Malheureusement, Robert continuait à garder le silence. Il refusait toujours de dire ce qu'il était advenu de sa femme. Mais ce qu'il ne pouvait nier, c'est qu'il n'était pas seul dans la maison ce jour-là. Alex et Kate avaient passé toute la semaine de vacances avec leur père, et le dimanche 31 octobre, Robert devait les ramener chez Johanna. Elle était impatiente de retrouver ses enfants après une semaine sans les voir. Pour leur faire plaisir, elle avait préparé leur dessert préféré, un gâteau au chocolat. Elle avait aussi cuisiné leur plat favori. Tout était prêt pour leur retour. Johanna voulait leur offrir un accueil chaleureux, un moment de joie simple. Habituellement, lorsque Robert devait ramener les enfants chez Johanna, celle-ci demandait toujours à une amie d'être présente. Elle savait que la simple idée d'être seule face à lui la mettait mal à l'aise. Mais ce jour-là, toutes ses amies étaient absentes. C'était la période des vacances scolaires et chacune était partie de son côté. Pour la première fois, Johanna attendait seule le retour de Robert et des enfants. Les enquêteurs savaient qu'Alex et Kate se trouvaient dans la maison au moment où une dispute avait éclaté entre leurs parents. Puisque Robert se murait dans le silence, ils ont décidé d'interroger les enfants. C'est ainsi qu'ils ont appris ce qu'il s'était passé ce dimanche 31 octobre. Dès leur arrivée, une altercation avait éclaté entre Johanna et Robert. Très vite, les éclats de voix ont laissé place à des bruits de lutte physique. Alex et Kate n'ont pas vu précisément ce qui se passait dans la pièce voisine, mais ils ont clairement entendu des bruits sourds, des coups violents. À un moment donné, ils ont aperçu leur père. Robert portait Johanna et l'a déposée dans le coffre de sa voiture. Il leur a dit qu'elle était blessée et qu'il devait l'emmener à l'hôpital. Puis il leur a ordonné de monter à l'arrière du véhicule. Au lieu de les laisser chez Johanna, il les a ramenés chez lui. Ensuite, il est reparti. Ce n'est que vers 7 heures du matin qu'il est revenu chez lui, seul, sans Johanna. Or, Robert était arrivé chez Johanna vers 16 heures la veille. Cela signifiait qu'il avait été absent une bonne partie de la nuit. Alors, la question restait entière. Qu'avait-il fait de Johanna pendant toutes ces heures? Robert persistait à refuser de donner la moindre information sur ce qu'il était advenu de sa femme. Il a été interrogé à 9 reprises. Et à chaque fois, le scénario était le même. Il parlait volontiers de lui, de sa relation avec Johanna. Mais dès qu'on évoquait le 31 octobre, il se murait dans le silence, jusqu'au jour où, au cours d'une nouvelle audition, il a demandé à parler en privé avec son avocate. L'entretien a duré environ 20 minutes. Puis ils sont revenus dans la salle d'interrogatoire. Cette fois, son avocate a pris la parole. Elle a lu à haute voix une déclaration de Robert dans laquelle il avouait le meurtre de Johanna. D'après ses dires, la dispute aurait éclaté à propos de l'école des enfants. À un moment, il aurait perdu le contrôle et aurait poussé Johanna violemment. Il prétendait ne plus se souvenir précisément de la suite. La seule chose dont il se rappelait, c'est qu'elle était blessée et qu'il avait voulu l'emmener à l'hôpital. Mais après avoir déposé Alex et Kate chez lui, il se serait rendu compte que Johanna était morte. Pris de panique, il aurait alors décidé de dissimuler son corps dans la forêt. Robert a ensuite proposé de conduire les enquêteurs à l'endroit où il avait caché le corps. Lorsqu'ils se sont rendus sur place, les policiers ont rapidement compris pourquoi ils n'avaient pas pu retrouver Johanna jusque-là. Le corps avait été minutieusement dissimulé. D'abord, Robert l'avait enterré dans un endroit isolé,
à près de 2 kilomètres de la route. Ensuite, il avait soigneusement nivelé la terre et recouvert la zone de feuilles mortes, si bien qu'aucun signe d'un sol récemment remué n'était visible. Quand les fouilles ont commencé, les enquêteurs ont découvert une grande caisse en plastique, du type de celle utilisée pour ranger des outils de jardin. C'est à l'intérieur de cette caisse que le corps de Johanna avait été enfermé. Tout indiquait que Robert avait prémédité la dissimulation du corps avec soin, rendant pratiquement impossible toute découverte fortuite. Pour les enquêteurs, il ne faisait aucun doute. En observant l'ampleur du travail accompli par Robert pour dissimuler le corps de Johanna, il était évident qu'il avait préparé cet endroit bien avant. Creuser un trou aussi profond, en pleine forêt, là où le sol est dur, semé de racines et de pierres, demandait énormément d'efforts et de temps. Sans compter qu'il avait dû traîner la lourde caisse depuis sa voiture jusqu'à la fosse, puis camoufler méticuleusement la zone, à tel point qu'il était impossible de deviner qu'elle avait été récemment remuée. Les policiers en ont conclu qu'ils n'auraient jamais pu réaliser tout cela en quelques heures, entre 16 heures et 7 heures du matin. Cela représentait bien trop de travail, même pour quelqu'un d'aussi déterminé. Un autre indice confirmait cette hypothèse. La terre autour de la caisse était compactée contre ses parois, signe qu'elle était enfouie là depuis plusieurs jours, voire plus. De plus, une question capitale s'est rapidement posée. Où était passée la terre excavée? En théorie, pour enterrer la caisse, Robert aurait dû déplacer environ 400 kilos de terre. Pourtant, aucune trace de cette terre n'a été retrouvée à proximité, ce qui signifiait qu'il avait dû la transporter ailleurs pour s'en débarrasser. Tout cela accréditait la thèse d'une préméditation. Robert avait très probablement creusé cette fosse à l'avance, y avait installé la caisse, et attendu le moment où il mettrait son plan à exécution. Aux yeux des enquêteurs, il devenait clair que la mort de Johanna n'avait rien d'accidentel. Ces soupçons de préméditation ont été renforcés par les déclarations d'Alex et Kate. Plus tard, les enfants se sont rendus sur le lieu où le corps de Johanna avait été retrouvé pour y déposer des fleurs. Ce jour-là, ils ont révélé aux enquêteurs qu'ils connaissaient parfaitement cet endroit. Ils y étaient venus à plusieurs reprises avec leur père. Non loin de là, ils avaient même une cachette secrète, leur coin à eux. La dernière fois qu'ils s'y étaient rendus remontait à la semaine précédant la mort de leur mère, pendant les vacances. Pourtant, malgré ces éléments accablants, Robert continuait à nier toute préméditation. Selon lui, ce qui s'était passé ce jour-là n'était que le fruit d'une perte soudaine de contrôle. Il s'est présenté comme un homme à bout, rongé par une procédure de divorce interminable qui durait depuis 3 ans. Il a évoqué des troubles de l'adaptation, des problèmes psychologiques liés au stress, une forme atténuée de syndrome post-traumatique. Il affirmait ne pas avoir pleinement conscience de ses actes. Mais cette version des faits était-elle crédible? Il a fini par reconnaître que, ce jour-là, en se rendant chez Johanna, il avait emporté un marteau, soigneusement dissimulé dans le sac de l'un de ses enfants. Un détail lourd de sens. L'autopsie de Johanna a révélé qu'elle avait été frappée au moins 14 fois avec un objet contondant, très probablement ce marteau. Alors si cet acte n'avait pas été prémédité, pourquoi avait-il emporté cette arme avec lui? Les preuves de sa préparation étaient accablantes. Dans la caisse en plastique où il avait dissimulé le corps de Johanna, les enquêteurs ont retrouvé des gants en caoutchouc, des protège-chaussures en plastique, une combinaison de protection. Autant d'objets qu'on ne trouve pas par hasard dans un foyer ordinaire. Il avait délibérément acheté cet équipement en vue d'éliminer Johanna et de faire disparaître son corps. Tout indiquait qu'il avait longuement prémédité son crime. Lorsque le procès de Robert Brown a débuté en mai 2011, tout le monde pensait qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul verdict possible, coupable de meurtre. Les preuves semblaient accablantes, la préméditation évidente. Mais quand le jury est revenu dans la salle d'audience pour rendre sa décision, la stupeur a envahi la pièce. Le verdict a choqué l'assistance. Les jurés ont déclaré que Robert Brown n'était pas coupable de meurtre. Selon eux, ce qui s'était passé relevait d'un homicide involontaire. Pourtant, les faits étaient limpides. Il avait creusé une fosse profonde dans la forêt. Il y avait placé une grande caisse en plastique destinée à cacher le corps de Johanna. Il était allé chez elle armé d'un marteau, dissimulé dans le sac d'un des enfants. Tout cela s'était produit 10 jours seulement après l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi reconnaissant la validité des contrats prénuptiaux.
ce qui signifiait qu'il n'aurait rien obtenu en cas de divorce. Après avoir éliminé Johanna, il était retourné chez elle, avait débranché le téléphone fixe et démonté les caméras de sécurité, probablement pour effacer toute trace de son crime. Malgré tous ces éléments démontrant la préméditation, le jury a choisi de ne pas le condamner pour meurtre. À la place, Robert Brown a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Cette décision a provoqué l'indignation chez la famille et les amis de Johanna, mais aussi dans l'opinion publique. La famille et les amis de Johanna n'en revenaient pas. Ce qu'ils venaient d'entendre leur paraissait surréaliste. Mais il suffisait de regarder autour d'eux pour voir qu'ils n'étaient pas les seuls. L'étonnement se lisait sur tous les visages présents dans la salle d'audience. Même le juge lui-même n'a pas réussi à masquer sa surprise. Si Robert avait été reconnu coupable de meurtre, il aurait écopé d'une peine de réclusion à perpétuité. Mais pour homicide involontaire, la peine maximale était de 26 ans de prison. Et c'est précisément la sentence que le juge a prononcée. Robert Brown a donc été condamné à 26 ans d'emprisonnement. Mais dans les faits, cela signifiait qu'il ne passerait que 13 ans derrière les barreaux avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle sous surveillance pour les 13 années suivantes. Ainsi, Robert aurait pu retrouver la liberté en novembre 2023. La famille de Johanna et ses proches se sont alors mobilisés. Ils ont rencontré chaque personne susceptible d'agir pour empêcher sa remise en liberté. Ils ont plaidé leur cause auprès des autorités compétentes, déterminées à ne pas laisser cet homme sortir sans qu'une évaluation approfondie de sa dangerosité ne soit faite. Finalement, le ministre de la Justice a pris une décision cruciale. Robert ne bénéficierait pas d'une libération automatique. Il devra passer devant une commission de libération conditionnelle qui évaluera s'il représente toujours un danger pour la société. À ce jour, Robert Brown est toujours incarcéré. Ok, chers abonnés, c'est la fin d'une triste affaire. Une affaire qui, au fond, nous rappelle une vérité dérangeante. Le véritable danger ne vient pas toujours des inconnus. Parfois, il dort dans la pièce d'à côté. Parfois, il sourit à vos enfants pendant qu'ils préparent le pire. Robert Brown, malgré son allure respectable, malgré sa carrière brillante, a prouvé qu'une obsession, qu'elle soit pour le contrôle, pour l'argent ou pour l'ego, peut pousser un homme à planifier la mort de la mère de ses propres enfants. Froidement, méthodiquement. Alors, souvenez-vous d'une chose. Dans les séparations, dans les conflits, la violence ne tombe pas du ciel. Elle couve. Elle s'installe en silence derrière des regards banals, derrière des gestes qu'on banalise. La morale? Osez voir les signaux faibles. Osez prendre au sérieux ce qui semble exagéré. Parce que quand on attend d'être sûr, il est parfois trop tard. Si cette histoire vous a fait réfléchir, si vous aimez que l'on mette en lumière ces vérités dérangeantes, alors abonnez-vous, activez la cloche et laissez un petit like. Ensemble, on continuera d'explorer l'envers du décor, là où se cachent les véritables monstres. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et des autres.